Bonjour les amis, je vais vous faire ce live de l'envers du décor qui est la suite en fait du numéro 6 et où je vais vous raconter comment je suis arrivé à avoir ces dons, les débuts de rencontres avec mon arrière-grand-père qui est donc mon guide et toute cette aventure, folle aventure qui nous amène à avoir ces déplacements d'objets, ces portes qui s'ouvrent, qui se ferment dans la maison jusqu'à ce point d'orgue où la télé va s'allumer. Donc je vous avais raconté tout cela dans le numéro 6 de l'envers du décor et j'aimerais vous raconter ici la suite qui a donc pris une autre tournure plus surprenante et que je ne pouvais l'imaginer. Et je vous explique pourquoi. Donc une fois que ma femme est guérie, une fois que, en tout cas sur le chemin de la guérison, pardon, une fois que j'ai fait ces fameux réglages, vous savez, où je voyais les spectres et j'ai demandé à plus les voir et j'entendais cette voix qui m'a dit « Eric, tu vas aller au Québec », la suite est assez surprenante. Dans la mesure où, au départ, quand je vends aussi ma maison, parce que je vous disais quand j'allais mettre en vente ma maison, nous l'avons mise en vente en février, mars de cette année, encore une fois 2018, et à nous arrivent 4 acheteurs. Les 4 acheteurs visitent notre maison et puis subitement, je vois arriver quelqu'un dans ma rue qui vient à pied, qui donne l'impression de se promener. Et puis il s'arrête devant ma maison, devant notre maison, pardon, et il commence à discuter avec moi de tout et de rien. Il m'apprend qu'il vient d'une autre région de France, il m'apprend que tout simplement il a un coup de cœur pour ce village. Il habite d'ailleurs un appartement dans le centre de notre village et qu'il cherche une maison. Et le hasard de la vie fait qu'il me dit que notre voisine directe est son amie, et l'amie de sa femme plus exactement. Alors je souris de la situation, il ne cherche pas à visiter la maison, on a discuté comme vous pourriez le faire normalement de quelqu'un qui vient à votre rencontre. Nous vivons dans un chemin, parce que c'est un chemin, donc forcément, voilà, une personne qui passe, ben voilà, les gens on se salue, tout simplement. Et donc après s'être salué, il y a cette conversation que nous engageons, lui et moi. Et puis, je commence à entendre des choses de plus en plus, c'est-à-dire que la voix est là, et si je puis dire, hein, on n'est pas à la recherche de la nouvelle voix ou je ne sais pas quoi, mais ma voix est là, et le soir, alors que je m'apprête à m'endormir, cette voix intervient encore et me dit « Tu viens de rencontrer le futur acheteur de ta maison ». Moi, je reste perplexe parce que c'est une rencontre des plus fortuites, c'est lié au hasard. J'étais en train de nettoyer quelque chose à l'extérieur, je m'en souviens encore, avec de l'eau. Je nettoyais la terrasse, la façade, pardon. Je passais un petit coup de jet d'eau comme ça. Et puis cette voix me dit, tu viens de rencontrer ton futur acquéreur. Et puis nous avons mis notre maison en vente, nous partons quelques jours pour nous reposer, et quand nous revenons, j'ai notre agent immobilier à qui nous avons confié la vente de notre maison qui dit « Oh, j'ai quelqu'un qui vient visiter ce soir ». Et comme vous l'aurez compris et deviné, c'est cette personne qui se baladait, qui vient visiter la maison à plusieurs reprises avec son épouse et ces personnes finiront par l'acheter. Et cette voix me l'avait dit. Le hasard de la vie, quand je vous le disais à un moment donné que la vente de la maison, c'était au prix exact annoncé. Quand ils vont nous faire une proposition d'achat de la maison, par rapport au prix qu'ils m'ont donné, il y a 500 € de moins. C'est-à-dire que la somme fait 500 € de moins qu'annoncé. Et on est peut-être à 2 jours de la signature chez le notaire. Et je discute avec Pépé. Oui, je sais, c'est bizarre de dire ça, mais au point où on en est. Hein. Je dis donc, Pépé, tu m'avais annoncé un prix que tu m'as donné, et tu t'es trompé de 500 €. Pour moi, c'est une boutade, c'est pas un défi, c'est rien d'autre, hein, c'est rien d'autre que ça. Je dis, Pépé, tu t'es trompé de 500 €. Sauf que le téléphone sonne dans la soirée, là aussi, ou la veille de la signature. Ce sont nos futurs acquéreurs qui finalement nous disent, écoutez, on avait décidé de ne pas acheter certains meubles qui font partie de votre mobilier, mais finalement, nous nous ravisons et nous allons les rajouter et on se convient, si ça vous va. Et il me dit, pour 500 €, on les prend. Voilà. Eh bien, ça s'est passé comme il nous l'a dit. Donc, je n'ai plus aucune raison de douter. Vous imaginez bien qu'il y a derrière ça, qui pourrait encore douter de ce que je viens de vivre au travers des exemples que je viens de vous donner.
qui sont des exemples de nos vies, là encore. Alors il commence à me dire dans ma tête, bon Eric, tu vas t'organiser dans ta vie, et puis tu vas aller vivre au Québec, il va quand même te falloir effectivement une maison, hein. Il va falloir quand même parce que le temps approche, on arrive juin, là encore, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va donc partir en octobre-novembre, et on commence à préparer, bien sûr, notre déménagement de maison, hein. Il faut mettre des affaires en vente, tout est en train de s'organiser, on a loué un local, et puis il me dit, il faut louer une maison. Puis un soir, il est près de 23 heures, j'entends, Eric, il faut que tu trouves une maison, et regarde ton ordinateur, s'il te plaît, qui se trouvait entre nous, dans un bureau à côté de notre chambre. Notre ordinateur, le soir, on a une particularité, c'est qu'il est toujours mis sur la page Google. On enlève l'historique, enfin pas l'historique, mais voilà, on met une Google propre, comme ça, si on veut faire une recherche, les choses sont faites. Ma femme va chercher l'ordinateur, elle arrive vers moi, elle me dit, Eric, je ne comprends pas. Il y a une page qui est ouverte, une page est ouverte. Au niveau de l'informatique, Google a ouvert une page qui présente un chalet qui est à vendre. Et lui, il me dit, regarde ce chalet, il est à Saint-Denis de Brompton. Hein? Je suis en France, hein. Moi, je suis habitué à Sherbrooke. Saint-Denis de Brompton, effectivement, est à 10 km de Sherbrooke. Et on me présente un chalet au bord de l'eau. Et vous verrez pourquoi l'importance du bord de l'eau. Magnifique chalet, au bord de l'eau. Je me dis... mais c'est quoi ça? Et Pépé me dit, appelle ce monsieur, il loue ce chalet, oui, c'est vrai, et il est pour vous. C'est que, hein? Alors, avec le décalage horaire, comme vous le savez, entre la France et le Québec, on a 6 heures de décalage, 23 heures chez nous, font 6 heures de moins, c'est-à-dire si je calcule bien, et j'espère pas me tromper, ça doit faire un coup comme 17 heures, un truc comme ça en tout cas. Et donc, je me saisis le téléphone, le numéro figuré sur l'annonce et la personne décroche. Oui, bonjour monsieur Martin. Oui, voilà, vous ne me connaissez pas, je suis français, j'habite à côté de Strasbourg et j'ai vu que vous louiez un chalet à Saint-Denis-Brompton. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ah, écoutez monsieur, non, ce n'est plus d'actualité, désolé, nous sommes mardi. Et en fait, j'ai quelqu'un qui vient le visiter, un de mes compatriotes vient le visiter demain, mercredi, donc, et effectivement, il nous le prend. Il vient juste visiter si les choses correspondent à ce qu'il a finalisé les choses. Donc je suis désolé, je peux vous dire que non. Bon, je lui dis, écoutez, est-ce que ça vous dérange si je peux avoir votre adresse courriel? Sait-on jamais? Et voilà, donc il me dit, oui, mais n'y comptez pas. Très bien, je raccroche après ce petit entretien téléphonique et je dis à Pépé, Pépé, c'est raté. Et là, il me dit, on verra. Mais après ce que je viens de vivre, je n'ai pas à douter du on verra. Le lendemain, mercredi, un peu plus tard dans la soirée, on reçoit un mail de monsieur Bureau qui nous dit, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout simplement ce chalet, là, mon compatriote ne le prend pas finalement parce que, je ne sais plus quoi. Si ça vous intéresse toujours, nous mettons ce chalet à votre disposition. On effectuera les réservations, on paiera quelque chose d'avance pour le réserver, ce qui nous semble normal, et on trouve un accord, lui et nous. Ce qui fait qu'on va emménager dans ce chalet trouvé par Pépé. Je vous rappelle qu'il avait ouvert la page Google. Tout ce que je vous dis, ce n'est que la stricte vérité. Je suis dans l'inconcevable, et c'est pour ça que je fais ce live, parce que c'est inconcevable. Mais c'est notre réalité, et il y a des témoins à tout ce qu'on va vivre et à tout ce qu'on vivra encore par la suite. Et donc nous arrivons au Québec, nous entamons notre vie, nous nous installons évidemment. Notre petite fille va à l'école sous les conseils de Pépé qui vous avait dit prenez cette école-là. Ben, on va prendre cette école-là parce que cette école-là, en fait, on va rencontrer des gens qui comptent beaucoup aujourd'hui dans notre vie. Ce sont des gens les profs vont aider notre petite. Il va y avoir une prise en charge incroyable de Noémie. Et ça, on le doit là aussi à Pépé qui nous avait dit allez voir cette école qui est certes privée, qui coûte de l'argent, mais on va faire ça. Et aujourd'hui, on en a les fruits parce que son intégration s'est faite en plein mois de janvier sur une scolarité qui a démarré en septembre. Peu d'écoles l'acceptaient. On en a discuté un petit peu. Ils ont pris notre petite fille et le retard sera comblé. C'est impressionnant. Ce que les enseignants ont fait avec notre petite fille aussi, hein, bien évidemment. Et puis, nous prenons possession de ce chalet, la télévision s'allume
de temps à autre, la nuit notamment, à souvent 2 heures du matin. C'était pour me réveiller, me donner des informations sur l'organisation de notre vie. Par exemple, on m'a demandé d'aller m'inscrire à l'université. L'université de Sherbrooke, j'ai un master plus 1, c'est-à-dire un diplôme assez important. On n'est pas là pour se la raconter, mais je me demande, mais pourquoi aller à l'université? Et puis je vais refaire un petit peu, on ne rentre pas ici au Canada, c'est un peu comme aux États, on ne rentre pas à l'université comme ça, hein. Vous soumettez votre candidature, ils vous prennent en fonction de certains critères qui sont les leurs, et propres à leur université, encore une fois. Et puis, je vais donc faire des choses, j'ai des questionnaires assez pointus. Et là, je ne sais pas, je vais recopier les questions parce que c'était pas bien fait, il fallait le faire à la main, je voulais pas, parce que ça allait pas faire propre, etc. Et là, je me sens comme inspiré, je vais dire des choses, mais même quand je le relis, je l'ai même transmis à certains amis qui sont cadres, qui ont été des fonctions importantes, qui m'ont fait « Waouh, Eric !» C'est comme si j'avais été inspiré. Donc, quand j'arrive devant l'université, quand j'arrive devant cet entretien, avec le directeur du programme, avec son adjoint, ici, ça plaisante pas, hein, on vous reçoit, et c'est solennel, et on vous explique les raisons pour lesquelles est-ce que vous allez faire, et pourquoi on vous prend, et pourquoi on vous prend pas. Et quand j'ai soumis ça par mail, hein, par courriel, ils m'ont sélectionné. Donc j'arrive devant cette discussion, devant eux, et ils me disent « Mais qu'est-ce que vous faites là? Que faites-vous là? Vous êtes... » Et il va me surnommer leur oiseau exotique. Pour eux, je suis quelqu'un d'exotique au regard de mon parcours professionnel, de ma capacité à avoir analysé des choses, et ils m'ont dit « Vous êtes un oiseau exotique. » Donc, et ils me prennent. Je rentre chez moi. Avant que je rentre chez moi, que je téléphone à ma maison, mon chien, je n'ai pas encore l'information, ma femme a entendu un énorme bruit dans le salon, mon chien a fixé quelque chose dans la cuisine. Eh bien, ce chien a vu mon arrière-grand-père se manifester dans la cuisine de contentement, de joie pour moi. Et donc, quand j'arrive à la maison, je fais part à ma femme de ça et j'entends encore une fois cette voix qui me dit « Eric, maintenant, ça veut dire que tu votes. C'est pas parce que tu as traversé un continent, 6000 km avec des usages différents, et c'est normal, la France a des usages, voilà. Et il me dit, écoute, ça veut dire que tu es en mesure de faire les choses, ça veut dire qu'arrête de douter, ne te pose pas de questions, donc ne te remets pas en question. Je vais donc décliner l'offre qu'ils comprendront à leur regret en me disant, on perd notre oiseau exotique, mais bon vent, Eric, bon vent, et je vais commencer à travailler, et je vais faire des rencontres. J'entends des voix qui me guident. Et de plus en plus, ces voix sont précises, de plus en plus précises. Je vais commencer à aider des gens, de plus en plus précisément, des gens de notre entourage amical ici au Québec. Des choses se mettent en place. Et puis arrive l'été. Ma femme est partie, part en France hein, pour aller voir sa maman avec ma petite fille. Et puis elle doit le faire aussi pour une formalité. Et donc, je suis là à rester seul dans ce chalet. Et j'ai une chance énorme, j'ai un spot en face de moi. Ce qu'on appelle un spot ici, c'est que vous avez un lac merveilleux, merveilleux. J'ai un quai, c'est-à-dire que je pêche tous les jours que Dieu faisait depuis le mois d'avril-mai, depuis l'ouverture de la pêche ici. J'étais pris d'une envie irrépressible d'aller à la pêche. Tous les jours que Dieu faisait, à l'exception d'une grosse tempête, et même quand il pleuvait des cordes, j'allais pêcher 1 heure à 2 heures. Et Pépé m'avait dit, avant tout ça, tu devras aller au bord de l'eau parce que ça va te servir dans le développement de tes dons, parce que l'eau est un portail. L'eau va t'amener des choses. L'eau, n'aie pas peur de l'eau et c'est nous qui allons te pousser. Et ma femme était parfois même en colère parce que parfois j'allais pour des raisons XY au bord de l'eau et tous les jours je ramenais quelques poissons, mais voilà, des poissons de différentes tailles. Et puis, ma femme part donc en juillet, et là je me dis, je vais m'adonner à la pêche, alors que je ne suis pas pêcheur peut-être devant l'éternel à une époque de ma vie, et encore, hein, tout est relatif, c'est pour la bonne blague, mais je ne suis pas pêcheur. Et puis, plus que ça, je n'aimais pas ça, j'ai dû faire ça 1 fois ou 2 dans ma vie en France. Mais là, je me suis équipé, j'ai acheté du matériel, enfin vas-y, le gars il s'est lâché, wouhou, et il va pêcher. Et puis, un jour de ce mois de juillet, il commence à faire un peu plus sombre le soir, évidemment, je crois qu'on est environ du 20 et quelques, de cette année 2019, et on me dit, va pêcher. Bon, ça ne me surprend pas, je commence à pêcher, et là je suis pris au bord de l'eau d'une crise de larmes assez importante que je ne comprends pas, les amis. Je ne la comprends toujours pas aujourd'hui, et je commence à lancer, mais là je ne lance plus à la canne à pêche comme si on attend et on relève. Là c'est au moulinet. J'ai horreur de pêcher au moulinet, mais là pendant 40 minutes je vais pêcher au moulinet. C'est-à-dire je lance, je ramène, je lance, je ramène. Je finissais par en avoir mal aux épaules, et là je pleure de
toutes les larmes de mon corps pendant 40 minutes et je dis cette phrase que je n'arrive pas à ne pas dire et je relance de manière, je fais les choses de manière permanente, je n'arrête pas de faire les choses, je fais les choses de manière, je n'arrête pas, je n'arrête pas, je ne m'arrête pas, je ne m'arrêterai pas. Ça devient presque psychologique. Je me dis inlassablement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je relance et je fais les choses inlassablement. Inlassablement, je pêche. Inlassablement, j'ai les larmes qui me coulent. Je suis en train de vivre quelque chose que je ne comprends pas. Et puis inlassablement, au bout d'une quarantaine de minutes, là, c'est nuit noire. Nuit noire. Je continue à lancer inlassablement. Il y a quelque chose qui me dit continue, fais-le, fais-le, fais-le. Puis j'ai mal aux épaules, j'ai mal à l'épaule. Quand je vous dis, je lançais, je relevais. Et là, subitement, alors que je n'y croyais plus du tout, ma ligne attrape un poisson. C'est-à-dire quand on va, oh, il y a un poisson au bout, le quai, j'arrive à le visualiser un peu. Je dis bien, je n'ai aucun éclairage. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je n'ai aucun éclairage, aucun éclairage. C'est la nuit noire. Je ramène le poisson au bord, là, comme ça, puis j'avais toujours pour habitude de ne jamais pêcher à l'épuisette, donc je levais le poisson pour le ramener comme ça sur le quai, sur lequel je me trouve bien évidemment. Et je m'approche du poisson, j'ai une casquette. Pas ce chapeau, j'ai une casquette. Et quand je m'approche de ce poisson pour lui enlever l'hameçon, je vois un faisceau blanc comme ça qui dirige comme ça là sur le bord de ma casquette. J'ai un faisceau qui est blanc et puis moi je commence à chercher à enlever l'hameçon. Et là c'est quoi ça, cette lueur? Je me penche, je vous jure les amis, je vois le poisson comme si la casquette m'éclairait. Alors j'enlève ma casquette, je vois plus. Je remets ma casquette, je vois. Je joue à ce jeu pendant quelques minutes, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et puis, il faut quand même que jette ce poisson. Je vais dire, voilà, je ne suis pas là pour lui faire de mal plus que ça. Il faut que je le mette dans le seau avec de l'eau. Et puis, avec ma casquette, nuit noire, j'ai pas fumé. Hein. Je vais bien, je ne me drogue pas, hein, que les choses soient claires. Et je fais ça, là, je vous raconte ce qui m'est arrivé de manière improbable. J'arrive à mettre les choses, le poisson, je le mets dans le seau d'eau. Je le mets, je me fais pas mal. Je me blesse pas en... Ah, l'hameçon, non. Le poisson, je ne l'ai pas arraché, je ne l'ai pas fait mal. Non, j'ai fait les choses proprement parce que j'ai été éclairé. Lumière m'a éclairé, les amis. Et puis, on m'a dit, retourne au bord de l'eau. J'entends cette voix qui me dit, retourne au bord de l'eau. Et je replèche. Et là, comme quand je fais un mouvement, on prend possession de vous d'une certaine manière. Ce n'est pas négatif. On me dit, fais les choses. Et je fais les choses. Et là, j'ai les larmes qui me coulent. J'ai les larmes qui me coulent. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je revis parce que je repense à ça. Et puis, je leur dis, faites-moi un signe, s'il vous plaît. Je vais leur dire, faites-moi un signe. C'est con, pardon, mais ça me fait revivre des choses. Et je vais leur dire, faites-moi un signe, faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Et il fait nuit noire, il y a des nuages au-dessus de moi. Et on me dit, lève la tête. Je lève la tête. Non. On me dit, lève mieux la tête. Je lève mieux la tête. Et au-dessus de ces nuages, j'ai un faisceau comme ça. J'ai comme une étoile qui est là. Je vous jure, sur la tête de ma fille. J'ai une étoile qui est au-dessus de moi, à la verticale, au-dessus de moi. Puis on me dit, tourne la tête. J'en ai une autre à l'autre. Il fait gris et j'ai 2 étoiles qui sont là. Je n'ai pas compris. Ils étaient là au-dessus. J'ai pas compris ça. Au-dessus de moi, j'avais un faisceau lumineux. C'est la nuit noire. Pardon. Ça fait revivre des choses. Parce que c'est fantastique. C'est la nuit noire. C'est la nuit noire et ce poisson, il sort de nulle part. Il me sort de nulle part. Et quelques jours plus tard, alors que je suis en train de dormir paisiblement dans ma maison, 3 heures du matin, j'ai un détecteur de fumée qui sonne. Il sonne. J'ai peur, mon chien et moi, on se réveille pétrifiés. C'est quoi ce truc? On pense à un incendie, mais je vais voir les détecteurs qui s'arrêtent. 3 jours d'affilée, il va me faire à 3 heures du matin, les amis. 3 heures du matin, le truc qui sonne. Et à la 3e fois, je me dis non, c'est pas possible. Je me lève, j'ai la trouille, j'ai peur. Je ne sais pas si je dois rester, si je dois partir. Je ne sais pas quel est le message.
Et puis alors je téléphone à ma femme, Messenger, 3 heures du matin, ça fait 9 heures chez elle, et je lui dis, Isa, le détecteur s'est encore allumé parce que je venais de lui dire. Elle me dit, monte sur une chaise. Je monte sur une chaise, je vais dans ma chambre, j'ai le détecteur, j'ai dans les mains, j'ai mon kit main libre, les amis, j'ouvre le détecteur, il n'y a pas de batterie. Et au moment où je lui dis, je lui prends en photo, au moment où je lui dis, Isa, il n'y a pas de batterie dedans, les autres détecteurs de mouvement se mettent à sonner. Le haut se met à sonner, le bas se met à sonner, parce que ici c'est obligatoire par étage. Les 2 autres détecteurs ont sonné 3 coups comme celui qui vient de se faire là. Je ne savais pas si je devais rester ou partir de ma maison. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je l'ai su après. J'ai entendu cette voix qui m'a dit, Eric, maintenant il est temps de bouger. Il est temps que tu allumes. Il est temps que tu aides vraiment les gens. C'est pour ça qu'on t'a demandé de rester. C'est pour ça qu'on a tout fait pour que tu ne partes pas en Europe. Et tout avait été fait pour caler un rendez-vous professionnel qui n'aboutira pas, qui n'aboutira pas, qui n'aboutira pas. Tout avait été fait pour que je reste chez moi. Tout avait été fait pour que je prenne cette puissance, cette dose, je ne sais pas comment qualifier ça. Et je vous assure, ça a été, et là, c'est le début, d'une merveilleuse autre aventure qui commence. Ça va être fantastique, de plus en plus fantastique. Et quand je repense à tout ça, comme je l'ai fait en vous le racontant, oui, ça fait remonter des émotions. Parce que c'est complètement paranormal, parce que c'est complètement anormal, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce qu'il me donne. Et je ne l'explique pas. Pourquoi moi? Je l'ai appris, je vous le raconterai un jour. Et je sais pourquoi. Ceci dit, merci de m'avoir entendu, et puis m'avoir écouté. Et c'est génial ce qu'ils nous font vivre. Alors je vous dis à bientôt pour une autre séquence de l'envers du décor. À bientôt les amis.